Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, les Belges sont égaux devant la loi, article 10 de la Constitution. Pourtant, le Congrès national dès 1831 établit une distinction fondamentale en ce qu'il érige un citoyen en chef d'État. C'est par le jeu des puissances internationales que le constituant originaire fut forcé et contraint de mettre en place une monarchie. Preuve en est la maxime de Jean-Baptiste Nothomb, lancée à la noble assemblée. Comme monarchie, vous serez une puissance. Comme république, un épouvantail. C'est donc le cœur républicain qu'ils ont voté pour l'instauration d'une monarchie. Votez oui. N'oublions pas que Léopold Ier a tout de même été élu. Et si certes ce système s'est avéré nécessaire il y a maintenant plus de 170 ans, il me semble désormais obsolète. Farouk, le roi du Caire, déposé par un coup d'État en 1952, prédisait déjà ceci. Dans quelques années, il ne restera que 5 rois. Le roi de pique, le roi de cœur, le roi de trèfle, le roi de carreau et la reine d'Angleterre. Notre monarchie trône là, tel un souvenir intouchable, dont la légende raconte qu'elle aurait à maintes reprises prouvé son efficacité, sa clairvoyance. D'aucuns plaident d'ailleurs que le débat que nous avons aujourd'hui n'a plus d'importance, puisque le roi en Belgique ne remplit principalement qu'une fonction symbolique. Et il est vrai que la monarchie en Belgique, parce qu'elle est constitutionnelle et représentative, n'a qu'un pouvoir politique limité, s'apparentant presque à un rôle figuratif. C'est ici qu'il nous faut souligner la beauté de la sémantique. Entre pouvoir et influence, il peut y avoir un monde. Si le roi ne semble plus posséder de réels pouvoirs politiques, puisque ceux-ci ont d'emblée été confiés au gouvernement, il n'en reste pas moins qu'il semble jouir d'une influence souvent trop ignorée, puisqu'il dispose tout de même de la possibilité d'être consulté, de stimuler et d'avertir. En admettant que ces prérogatives royales ne se rattachent qu'à un rôle d'étiquette, comment expliquer alors que notre roi reçoive chaque semaine notre Premier ministre, chef de gouvernement, qui légalement n'a de compte à rendre que devant le Parlement? Comment justifier qu'il puisse aussi convoquer à loisir les représentants des entités fédérées, du secteur culturel, du secteur privé? Une autre question me taraude, mais avant de vous la soumettre, je vous précise ceci. Mon propos n'est pas une critique farouche des dépenses royales. Tout système coûte cher, il va sans dire. Mais comment expliquer que plus de la moitié du budget alloué par la liste civile de notre souverain, qui s'élève tout de même à 12 millions d'euros, soit dépensé dans les salaires des personnes travaillant pour lui? Et pourquoi, parmi les 6 départements de la maison du roi, 3 de ceux-ci sont pourvus de fonctions plus que politiques? Je pense notamment à la maison militaire, au cabinet du roi et au département des relations extérieures. Permettez-moi de le dire, on semble bien au-delà de l'aspect protocolaire que certains lui vouent, ce qui ne pose aucun problème si on lui reconnaît l'influence dont il jouit. Par contre, si cela ne s'apparente qu'à de la figuration, il me semble alors que le prix est bien trop élevé pour la tâche à accomplir. À l'auguste assemblée qui me fait l'honneur de m'écouter, je pose cette question. N'existe-t-il aucune alternative pour que converge l'idée d'un chef d'État stable, détaché des intérêts particratiques, et l'idéal de démocratie, d'égalité qui nous anime? Sommes-nous définitivement liés par les choix de notre constituant originaire? La Belgique est-elle une société hétéronome, figée dans son modèle de 1831? L'histoire du pays a démontré le contraire, et il est aberrant qu'au XXIe siècle, le choix de la personne nous représentant en Belgique soit apparenté à une sorte de loterie, qui plus est, héréditaire. Alors où même le choix des urnes peut être contesté, mesdames, messieurs, n'est-il pas temps d'amender le choix du sang? Je vous remercie.